Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un rebond qui tient en Europe notamment après plusieurs semaines de rattrapage, de remontée boursière. On voit les indices qui arrivent à tenir les niveaux qui ont été atteints ces dernières heures. Le CAC évolue au-delà des 6400 points. L'Eurostoxx 50 progresse encore de 0,4-0,5% cette fin de séance. Un rebond en Europe qu'on peut mesurer jusqu'à 10% de hausse, partant du point bas de fin septembre désormais. Quels sont les éléments qui viennent structurer un peu ce rebond? Les éléments fondamentaux peut-être? On prendra un peu de recul pour analyser effectivement cette dynamique de marché depuis quelques semaines. Quels sont les éléments fondamentaux qu'on peut plaquer derrière ce rebond des marchés? Le changement de tempo peut-être à venir des banques centrales sur le resserrement monétaire. Les résultats d'entreprise pour le compte du troisième trimestre qui sont des résultats encore résilients, plutôt bons dans leur ensemble. Et puis l'idée, l'espoir, la rumeur d'une réouverture sanitaire de la Chine. C'est une rumeur persistante depuis plusieurs jours dans les marchés, que le marché, les investisseurs continuent d'acheter d'une certaine manière. C'est vrai que derrière la rumeur, il y a quand même un état des lieux en Chine qui peut pousser peut-être le pouvoir à un moment à ouvrir les vannes sanitaires. Le taux de chômage chez les jeunes notamment a atteint 20% quasiment en septembre pour les 16-24 ans et c'est une partie importante du pacte social chinois qui est peut-être en danger désormais. La situation n'est pas tenable sur plusieurs mois, plusieurs trimestres encore, estiment certains analystes. Nous parlerons également de la clé chinoise pour 2023 avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis un quart d'heure américain plus que jamais indispensable, comme chaque lundi soir à 17h45 en direct. Nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en duplex depuis Washington à quelques heures des élections de mi-mandat aux États-Unis. Nous évoquerons largement ce sujet avec Pierre-Yves en fin d'émission, avec la question également de l'inflation, puisque nous avons devant nous cette semaine la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui sera publiée ce jeudi à 14h30. Mais d'abord, les infos clés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen, chaque soir en direct à 17h dans Smart Bourse. Alix, effectivement, c'est le constat que tout le monde partage. Le rebond tient en Europe et à Paris. Oui, l'indice se trouve toujours soutenu par les espoirs quant à une inflexion de la politique zéro Covid en Chine, et ce, malgré le démenti des autorités. Des villes touchées par des restrictions jugées excessives ont appelé à des mesures plus ciblées. Les investisseurs estiment que Pékin finira par lever le pied face au ralentissement de l'économie. Les chiffres du commerce extérieur chinois renforcent le sentiment que les autorités seront forcées d'agir. Les exportations ont reculé de 0,3% en octobre, pour la première fois depuis mai 2020, sous l'effet du ralentissement de la demande mondiale. La politique zéro Covid mine la demande intérieure. Ce matin, les marchés chinois ont progressé. Et puis du côté des GAFAM sur le marché américain, Alix, on notera la baisse d'Apple aujourd'hui. Oui, le groupe a fait savoir que les livraisons de ses iPhone 14 Pro seront plus faibles que prévu, conséquence du confinement instauré par les autorités chinoises dans la zone économique autour de l'aéroport de Zhengshu. Il s'agit de l'endroit où se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde, gérée par son sous-traitant Foxconn. À noter qu'à l'inverse, Meta Platforms est en nette hausse suite à la publication d'un article du Wall Street Journal selon lequel le propriétaire de Facebook s'apprête à annoncer de nombreuses suppressions d'emplois. Et puis effectivement, parmi les éléments importants à suivre pour les investisseurs cette semaine aux États-Unis, les résultats des élections de mi-mandat à venir et les chiffres d'inflation pour le mois d'octobre. Ces données pourraient apporter quelques indications quant à la politique monétaire de la Fed. Après un rapport sur l'emploi plus solide qu'espéré en octobre, sont en jeu le renouvellement de la totalité des sièges de la Chambre des représentants, d'un tiers de ceux du Sénat, l'élection des gouverneurs dans 36 États, mais aussi d'importantes
différentes fonctions électives au niveau local. Pour l'heure, les démocrates contrôlent la Chambre et disposent d'une infime majorité au Sénat. Et puis du côté des valeurs parisiennes qui marquent l'actualité, Renault est en tête du CAC ce soir alors que Vinci trébuche. Et Renault bondit à la veille de sa journée investisseur. Selon une info Bloomberg, le constructeur envisage de valoriser son activité électrique à environ 10 milliards d'euros. Et puis à contrario, Vinci chute. Ce mercredi, un juge d'instruction décidera ou non d'une mise en examen de la multinationale. Vinci Construction Grand Projet, filiale qatari du groupe, est accusée par l'ONG Sherpa d'esclavage moderne. Le groupe conteste les accusations. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous, chef économiste de TAC Économiste. Bonsoir Léa. Bonsoir Greg. Merci d'être avec nous. Didier Borowski à vos côtés. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche politique macro d'Amundi Institute et Pierre-Alexis Dumont avec nous également au plateau. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir. Merci d'être là, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Quelques commentaires quand même sur le rebond toujours en cours depuis fin septembre. Pierre-Alexis, comment on qualifie ce rebond? Qu'est-ce qui le structure? Qu'est-ce qui le différencie peut-être du rebond précédent qu'on a connu au cours du mois de juillet jusqu'à mi-août? Et puis on viendra évidemment aux éléments peut-être un peu fondamentaux, structurants qui viennent nourrir ce rebond. Ouais, l'élément déclencheur est le même, c'est-à-dire un excès de pessimisme. On avait la même chose l'été dernier, pas avant le rebond de juillet. Donc on est parti vraiment de ce qu'on appelle d'un rebond technique, c'est-à-dire une situation où la situation est certes négative, mais face à ça, vous avez des investisseurs qui ont des positions extrêmement vendeuses des marchés et il suffit de quelques petits déclencheurs pour que finalement il y ait des politiques de rachat de ces positions vendeuses qui créent en effet un mouvement haussier. Donc, et dans ce mouvement-là, c'est toujours assez classique, c'est souvent les titres et les segments de marché les plus touchés qui rebondissent fortement, c'est ceux qui ont plus baissé qui remontent avec un effet élastique que l'on connaît bien. Après, avec la maturation de ces événements, c'est vrai que vous avez eu dans un cas les publications du deuxième trimestre 2022, là on a eu les publications du troisième trimestre 2022, mais c'est vrai que là on a eu vraiment des différences. Juillet s'est vraiment fait sur une idée d'un pivot, avec une baisse des taux assez prononcée qui a fait que, on l'a vu, les grands dossiers de croissance qui sont majoritairement impactés via leur valorisation très éloignée dans le futur, on rebondit. Là, c'est vraiment pas du tout le même segment de marché qui a rebondi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu le résultat. Première chose qui est clé, c'est que pour le deuxième trimestre de suite, finalement, c'est le résultat du cycle et des valeurs très décotées qui ont tendance à plus surprendre par rapport aux attentes que les secteurs qualité-croissance traditionnels. Ils surprennent dans le bon sens. Ils surprennent dans le bon sens. Les autres peuvent surprendre, mais voilà. Dans le mauvais sens. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le meilleur secteur en termes de ce qu'on appelle de surprise, donc de décalage entre ce qui a été publié et les attentes, c'est le secteur financier, notamment le secteur bancaire, qui est un secteur, comme vous le savez, très peu valorisé. 20% de hausse en octobre en Europe. Et de ce fait, ça s'est vu tout de suite, vous êtes très peu valorisé, vous publiez mieux qu'attendu, vous avez des investisseurs qui réagissent face à ça. Donc, et de ce fait, donc la prolongation de ce mouvement s'est fait principalement sur le cycle et sur ce phénomène où on a vraiment la conjonction de deux facteurs qui sont finalement des publications et une résilience qui reste assez forte en moyenne. Alors après, on peut toujours citer certains segments qui souffrent, mais en moyenne, ça reste fort. Le secteur de la construction résiste assez bien à la conjoncture, à l'inflation des coûts et fait passer des hausses de prix. Le secteur de l'automobile continue à être en production contrainte et il n'y a pas du tout de surstockage qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Et finalement, à l'inverse, des secteurs, les grands Covid winners, que sont par exemple ce qu'on appelle toutes les chaussures de sport et voilà, eux ont des phénomènes de surstockage. Donc voilà, tout ça pour vous faire comprendre que dans ce nouveau paradigme, les
gagnants d'hier ne seront pas les gagnants de demain, et il faut rester assez vigilant à des phénomènes qui font que rien ne se reproduit exactement en bourse comme la fois d'avant. Et ça, c'est intéressant. La deuxième chose qui a été clé, c'est évidemment la Fed, qui a quand même refroidi assez fortement les investisseurs sur l'idée d'un pivot à court terme. Alors, c'est vrai qu'ils ralentissent la hausse des taux, mais bon, ils vous font quand même clairement comprendre que... Tout dépend comment on définit ces pivots. Voilà. Mais on va y venir. Non, mais juste sur le rebond, ça m'intéresse. Le rebond de l'été, le rebond du mois de juillet, c'était le rebond du Nasdaq américain. Le rebond du mois d'octobre, c'est le rebond des banques et de l'industrie européenne. Et du cycle, si je caricature. Qui avait principalement souffert. Est-ce qu'on peut prolonger l'idée en se disant que finalement, à force d'anticiper une récession immédiate, une récession dure en Europe, qui pourrait devenir même une récession endogène, etc., est-ce que finalement, la simple idée d'une récession, alors ils disent mild recession ou shallow recession, la récession en douceur ou modérée, est-ce que cette simple idée, finalement, n'est pas déjà complètement intégrée par les marchés et permet peut-être d'envisager, pourquoi pas, une poursuite du mouvement ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là à ce stade, ou est-ce que c'est une idée prématurée pour un investisseur professionnel, Pour un investisseur professionnel, non. Alors, ce qui est sûr, c'est que la physionomie du marché est complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à d'autres chocs récessifs, on a vraiment un marché qui est préparé pour la récession. J'entends par là que vous avez la majorité des secteurs cycliques qui sont valorisés vraiment en bas de cycle. Voilà. Alors avec des bénéfices de haut cycle, je vous l'accorde, mais voilà, 4-5 fois les bénéfices, voire 2 fois les bénéfices pour Peugeot. Hein. Donc bon, voilà, vous commencez à anticiper quand même beaucoup de mauvaises nouvelles et à l'inverse, comme tout le monde attend la récession, les secteurs défensifs sont plutôt valorisés en milieu de cycle. En tout cas, il n'y a aucune attractivité particulière au secteur défensif. Donc le marché, de ce fait, est déjà préparé au choc récessif. Maintenant, si on a un mild recession, comme vous dites, voilà, a priori, en effet, le marché est assez préparé sur ce segment cyclique. Si on a une récession plus dure, plus longue, sur cette partie-là, en tout cas, certains segments de marché vont quand même beaucoup Et répondre à cette question, c'est du domaine du pari aujourd'hui, Pierre-Alexis ? La Fed ne le sait pas. Donc oui, en effet, c'est compliqué. Quand la récession a à peine commencé, c'est compliqué de savoir, sincèrement, en plus avec des plaques qui bougent beaucoup, savoir si on devra aller vers une récession plutôt... Alors, est-ce que dépression, non, mais une récession plus longue ou une récession plus courte pour revenir sur des niveaux d'inflation qui soient acceptables pour les banques centrales. Didier, vos commentaires sur l'anatomie du rebond du mois d'octobre, toujours en cours, on va le dire comme ça, en ce début de mois de novembre. Et est-ce que l'idée d'un changement de tempo des banques centrales, Fed en tête, puisque c'est quand même une partie explicite désormais du statement, en tout cas dans la dernière communication de la Réserve fédérale américaine, est-ce que cette idée-là explique en partie, en tout cas, le mouvement des marchés qu'on constate depuis quelques semaines ? Avant de revenir aux banques centrales, je pense qu'il faut faire aussi quelques commentaires sur les marges versus l'inflation. Là, on est dans une forme de récession inflationniste. En tout cas, c'est ce qui est craint du côté de la zone euro. Dans une récession inflationniste, dans un premier temps, et en plus, on a une économie qui a été touchée par de très nombreux chocs, parce qu'on était en début d'année dans l'après-Covid, avec une forte reprise, une surépargne du côté des ménages, des effets de demande qui étaient encore assez forts, avec des effets d'offre, une offre qui est insuffisante. Récession inflationniste, c'est ce que disait Christine Lagarde. Une récession mild ne suffirait pas à faire baisser l'inflation. Ça, c'est un premier élément, mais ce qui est important du côté des marges, c'est que dans un premier temps, les entreprises T2, T3, deuxième et troisième trimestre, ont pu préserver leurs marges en augmentant en fait leur prix. Parce qu'il y avait toujours une forme de demande latente qui était liée au choc Covid. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, implicitement, on n'a pas encore vu le choc de la guerre en Ukraine. Parce qu'on a un peu les deux en ce moment. On a à la fois l'effet retardé de la reprise post-Covid, qui a beaucoup joué évidemment sur la demande, et puis avec une épargne qui était excédentaire, et l'effet plein, j'ai envie de dire, sur l'activité économique du choc de la guerre en Ukraine, ou des conséquences de la guerre en Ukraine, va se matérialiser dans le courant des trimestres qui viennent. Et notamment si on pense par exemple à la perte de revenus des ménages, au fait que cette demande latente va cesser de se matérialiser compte tenu des pertes de pouvoir
pouvoir d'achat, qu'il y a une épargne de précaution qui va rester quand même assez solide, assez élevée. Donc tout ça plaide pour un ralentissement de la consommation des ménages assez fort et pour moins de pricing power, moins de capacité de répercuter dans les marges, dans les hausses de prix subies. Et donc on va avoir du côté des profits à la fois l'effet par la récession de la baisse des volumes, mais aussi un effet de contraction des marges bénéficiaires à mesure qu'on avance dans cette crise. Et ça, c'est assez mal compris en termes de tempo, de timing des marchés qui ont tendance à acheter aujourd'hui dans l'évolution des cours boursiers l'idée que c'est en fait les conséquences de la guerre en Ukraine qui s'avèrent plus douces que prévues, alors même qu'on a une économie qui a subi plusieurs chocs et que c'est d'abord le choc, j'ai envie de dire les côtés positifs entre guillemets de la reprise post-Covid qui explique probablement la bonne résilience du côté des marges des entreprises. Attention à la récession qui vient. Ce sera peut-être une récession douce, mais il y a quand même des risques baissiers qui sont non négligeables. Et de notre point de vue, la croissance économique va être beaucoup plus faible que celle qui était anticipée encore il y a quelques semaines par le FMI. Nous, on a revu à la baisse notre prévision de croissance mondiale à 2,2%. Waouh. On est en deçà de plus d'un demi-point. Est-ce qu'on sera au-dessus de 2 ou en dessous de 2 quoi? C'est la question pour 2023. On s'approche heureusement du seuil de 2%. Et donc la problématique de la contraction des profits en zone euro, bien sûr, mais de la contraction des profits mondiaux, ça va rester quelque chose qu'il va falloir observer de très près. C'est escompté en partie, Didier. On vient d'en parler avec Alors après, Alexis. Il y a l'argument banque centrale. C'est vrai que les banques centrales, ça fait... Mais les banques, du côté de la Réserve fédérale comme du côté de la Banque centrale européenne, je crois qu'il y a l'idée qui peut rassurer, mais attention, qu'il va falloir diminuer le rythme auquel les banques centrales montent les taux. Mais ça, c'est naturel. Il arrive un moment où, quand on a commencé à faire des ajustements monétaires très marqués à des pas qui sont inobservés dans l'histoire récente, il arrive un moment où il est naturel de ralentir le rythme de hausse de taux. Ça ne signifie pas, d'une part, qu'il y a un pivot. On en est très loin. Ce serait potentiellement une pause. Parce que pivot, dans l'esprit, tel que vous le définissez, pivot, c'est quoi? Une banque centrale qui serait en capacité de baisser ses taux à nouveau. D'accord. Le pivot qui a généré ce rebond durant l'été. Alors parlons d'une pause. Alors c'est davantage l'idée qu'il va y avoir une pause à compter. Mais c'est déjà pas mal. Mais il y a des progrès de ce point de vue-là. Une pause pour voir l'effet du durcissement monétaire sur l'activité économique et sur les prix, avec la possibilité que ce soit une pause qui donne lieu à de nouvelles hausses de taux. Donc la pause ne signifie pas qu'on a atteint le taux terminal. Et je crois que c'est ça le message que la Réserve fédérale cherche à faire passer. Peut-être qu'ils peuvent ralentir les rythmes de taux et faire une pause pour voir comment l'économie digère les hausses de taux passées. Ça ne signifie en aucun cas qu'on a atteint le taux terminal. Ça va dépendre évidemment de multiples facteurs. Et là, personne n'est devin. Il y a de nombreux chocs à regarder, les chocs géopolitiques, les chocs sur les matières premières, etc. Donc qui peuvent influer ou jouer sur le scénario économique de façon très diverse. Néanmoins, à quasi 5% de taux terminal, on sait quand même voire au-dessus, on sait qu'on commence à vraiment prendre des risques importants pour l'économie. Et pour la stabilité financière également. Et d'ailleurs, Christine Lagarde... Je ne dis pas qu'ils n'iront pas qu'ils iront pas au-delà, s'il le faut, j'entends bien. La va regarder ce que fait la Réserve fédérale, parce que c'est ce que disait Christine Lagarde dans ses remarques de la semaine dernière. On observe que, par exemple, dans les années 90, la normalisation monétaire américaine avait un impact aussi fort sur la production industrielle zone euro que sur la production industrielle américaine. Donc il y a un effet aussi du durcissement monétaire combiné qu'on a observé dans l'économie mondiale depuis 2021. Donc tous ces facteurs rentrent en compte. Ils sont très difficiles à calibrer, il y a beaucoup d'éléments d'incertitude. Il est beaucoup trop tôt, ou en tout cas, on n'a pas les moyens d'être pleinement rassuré sur le scénario zone euro, que ce soit du côté de l'activité économique ou du côté des profits. Donc à la question, est-ce que le rebond récent est vraiment le début d'une nouvelle tendance? Notre réponse, elle est non. Et on peut très vite reconnaître un environnement très baissier en raison d'une conjoncture dégradée qui va se matérialiser dans les mois qui viennent. Il n'est pas dit du tout que c'est en soi dans les cours des bourses aujourd'hui. Est-ce qu'à ce niveau de restriction monétaire, déjà engagé, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. On ne parle pas de restriction, on parle de retrait d'accommodation monétaire en Europe. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à ce stade-là, la partie fiscale et budgétaire devienne un peu plus cohérente avec l'objectif des banques centrales, ce qui permettrait aussi de soulager les banques centrales et peut-être d'éviter d'aller beaucoup trop loin en termes de taux terminal dans ce cycle de resserrement monétaire. Est-ce qu'on est à ce point-là aujourd'hui? Alors ça, c'est la grande question pour 2023. En effet, on voit que les politiques budgétaires n'ont pas été coordonnées en Europe.
les dépenses publiques, elles s'étagent entre moins d'1 point de PIB dans certains pays de la zone euro à 7 points de PIB quand on prend l'Allemagne. Donc c'est des réactions très diverses. On voit qu'il y a des taux d'inflation qui sont très différents selon les pays. 25% en Estonie, mais il y a une variance des taux d'inflation en zone euro qui est inobservée depuis la naissance de l'euro. Donc tout ça complique la tâche de la Banque Centrale Européenne. Et du côté de la politique budgétaire, ce qu'on apprend en règle générale, c'est qu'une politique budgétaire expansionniste a tendance à générer des pressions inflationnistes. Si elle est pas, et ce que dit la Banque Centrale Européenne à juste titre, si c'est pas bien ciblé, si c'est pas bien mis comme étant quelque chose de temporaire, si ça ne touche pas davantage l'investissement alors qu'on a besoin d'investissement, alors on peut avoir implicitement une dérive inflationniste. Donc ce que va faire la Banque Centrale Européenne, ça dépend des conditions économiques, mais ça dépend aussi de l'impact de la politique budgétaire sur la demande. Et on peut craindre à ce stade que les politiques budgétaires désordonnées qui ont été mises en place, bien sûr elles abritent certains ménages et certaines entreprises contre la hausse des prix, on pense au bouclier tarifaire du côté de la zone euro, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur les prix de vente finaux du côté de la zone euro et inciter, toutes choses égales par ailleurs, la BCE à en faire davantage. Et donc pour 2023, le nerf de la guerre, ça va être d'aller lentement mais sûrement vers une politique budgétaire plus coordonnée et qui soit mieux ciblée sur les acteurs les plus fragiles. Avec les coûts de financement actuels des États et ceux de 2023, est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement que oui, la politique budgétaire va devoir de toute façon réduire un peu la voilure? Alors réduire la voilure sur certains types de dépenses, ça ne peut pas être du quoi qu'il en coûte, des mesures extrêmement ciblées, temporaires et probablement, je pense, avec une coordination européenne et un programme par exemple du type SURE, de même acabit que celui qui a été réalisé au moment du début. Un programme commun avec un peu de dette commune sur l'emploi. C'était pour adresser les problématiques d'emploi et de chômage. Des émissions d'obligations sociales, de la même façon qu'elles ont été émises pour financer pour la première fois en zone euro le programme SURE en 2020, et bien là on pourrait très bien imaginer... Social bond pour l'inflation, quoi. Non, pour l'inflation, même pour lutter contre les effets de la crise énergétique. Oui, voilà. Là, on peut très bien imaginer. Et là, il n'y a pas d'obstacle majeur du côté allemand, contrairement à ce qu'on dit. Alors, il est vrai qu'il y a quelques dissensus en ce moment entre l'approche française et allemande, mais fondamentalement, à partir du moment où ce serait via des prêts et pas des subventions, il n'y aurait pas de dissensus et ça permettrait potentiellement aux pays les plus fragiles, on pense à l'Italie, de pouvoir émettre à des conditions qui soient meilleures que, évidemment, les conditions de marché actuelles pour l'Italie. Et ça permet d'avoir une approche bien coordonnée et des mesures davantage ciblées. Puis en plus de ça, il va falloir suivre, bien sûr, cette semaine ou dans les semaines qui viennent, les nouveaux règles budgétaires qui devront mettre davantage de pression, évidemment, sur les dépenses. La Commission va commencer à présenter, effectivement, ses propositions pour cette grande réforme, là aussi historique, du cadre et du pacte budgétaire européen. Le point important, c'est que le fiscal va être aussi important que le monétaire pour l'inflation. Et ça, je crois qu'il y a un excès d'accent qui est mis sur le monétaire, alors que le budgétaire va jouer un rôle absolument fondamental dans la dérive des prix au cours des années 2023-2024. On commence à en parler, on commence à percevoir effectivement le rôle aussi de la politique fiscale et budgétaire dans la lutte contre l'inflation. Léa, je reviens à ma question de départ. En tant qu'économiste, bien sûr, est-ce que vous achetez le rebond des marchés? Alors, je ne dirais pas mieux que ce que vient de dire Didier. Sceptique? Pas mieux à dire. Sceptique pour deux raisons. Effectivement, le premier, c'est que l'impact de la crise n'est pas encore visible. Ce sera plutôt sur cette fin d'année, début 2023. Les indicateurs qu'on utilise, qui sont des indicateurs composites, quand on crunch de la data, indiquent que le cycle américain a atteint son point haut et se retourne au mois de juin de cette année. Donc on est dans la phase de décélération, mais on n'est pas encore entré dans cette phase de récession. Nos indicateurs composites sur le marché du travail américain montrent, depuis le mois de septembre, une dégradation, un indicateur qui est historiquement bas. Donc en fait, on commence à voir seulement aujourd'hui les premiers signaux, en tout cas depuis le dernier trimestre, de dégradation de l'économie américaine. C'est confirmé par les dernières données conjoncturelles, par le chiffre de PIB, par les dernières données qu'on a vues. Donc somme toute, l'économie américaine est en train de ralentir, mais la récession n'est pas encore visible et on n'en mesure pas encore les conséquences. Donc c'est un premier point. Effectivement, sur la partie américaine, on a plutôt ce scénario de mild recession, plutôt mesuré. On a un scénario très différent, beaucoup plus négatif sur la zone euro. Non seulement, dans une première raison, c'est que on a du mal à être vraiment certain du scénario. Beaucoup de choses sont liées à la problématique énergétique. On n'a pas de boule de cristal. Avec les meilleures projections ou autres, le profil d'inflation n'est pas clair. Donc la réaction, l'ajustement des ménages n'est pas clair. Donc celle de la Banque centrale n'est pas claire. Donc aujourd'hui, on a un scénario de mild recession aux États-Unis, une très forte incertitude en zone euro.
Mais en tout cas, tout concorde et nos modèles l'indiquent qu'on va sur un scénario de récession sur l'ensemble des zones. Là où je rejoins, et c'est important, on n'est pas encore dans la séquence 2023. Là, en gros, le marché est sur la séquence fin 2022. Les banques centrales vont faire une pause, un pivot, on va descendre en récession. En 2023, on a un problème qui se pose, c'est on va avoir une inflation qui restera élevée. C'est-à-dire que ça paraît très compliqué aujourd'hui d'avoir un scénario de 2% d'inflation en 2023. Nous, on a des scénarios, on est plutôt autour de 4% d'inflation sur 2023. Dans ce cadre-là, que fait la politique monétaire ? Fed, BCE, avec un scénario de récession, avec une politique monétaire qui n'a pas les outils nécessaires pour agir parce qu'on est dans un cadre d'inflation qui reste très élevé et avec beaucoup de questions en termes de politique budgétaire. Donc tout ça fait... Je pense qu'il y a vraiment deux séquences. La séquence où on va voir la récession arriver, on va être capable d'en mesurer l'ampleur, ce qu'elle va donner, voir aussi tous les effets de spillover, parce qu'on a quand même une récession coordonnée aux États-Unis, en Europe, dans un grand nombre d'économies émergentes, avec une Chine, on en reviendra, qui n'est pas du tout dans une phase de moteur de la croissance. Donc l'environnement global est quand même beaucoup plus négatif. Donc est-ce que le point bas est atteint ? En tout cas, je pense que le scénario se dégradera, macro en tout cas, se dégradera beaucoup plus avant de s'améliorer. La question de l'amélioration est vraiment à prendre avec des points d'interrogation sur 2023. Malgré une récession modérée, si l'inflation reste à 4%, comme vous le dites, Léa, justement, quelles sont les options qu'il faut envisager, en tout cas pour les banques centrales, du point de vue d'un investisseur ? L'idée qu'on ne s'arrêtera pas de monter les taux, tant qu'on n'aura pas vu 2%, même si on est déjà en récession, quitte à aggraver encore le crash du cycle économique, ça, j'imagine que c'est une première option. Quelles sont les autres ? Rediscuter de l'objectif en cours de route ? Je pense que c'est un vrai sujet. Alors, il faut quand même dissocier la Fed et la BCE. C'est vraiment deux profils différents. Mais côté Fed, on voit bien, elle arrive quand même à faire un fine-tuning. Elle fait un pseudo-pivot sans parler de pivot et ça passe bien. Enfin, la question se pose plus, on va dire, mi-2023. Aux États-Unis, on aura un cycle qui aura atterri, qui reprendra un peu, mais une inflation qui restera forte. Est-ce que la Fed peut baisser ses taux ? Probablement peu. Nous, on a toujours un scénario où les niveaux de taux restent restrictifs, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que... Elle communique de manière très claire là-dessus, la Fed. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au niveau qu'elle devrait atteindre, elle va au-dessus. Nous, on avait un taux terminal autour de 5%. Sur les Fed Funds, en allant au-dessus, c'est-à-dire qu'elle restera restrictive, donc elle gardera cet impact-là. Côté BCE, c'est un vrai sujet. Non seulement beaucoup de l'inflation est aujourd'hui liée à l'énergie, c'est une situation et un niveau de prix qu'elle ne mesure pas. La réponse en plus budgétaire non coordonnée des États pose un problème. Donc c'est un vrai sujet. Je pense que le premier chose, c'est est-ce qu'elles pourront baisser les taux ? Ça risque d'être compliqué. En tout cas, elles resteront restrictives. Est-ce qu'on va retrouver... Beaucoup de questions, c'est est-ce qu'on repart sur des quantitative easing ? Est-ce qu'on repart sur ce genre d'outils dans un cadre de récession ? Non, pas compte tenu du contexte inflationniste. Est-ce qu'on met en place des mesures de liquidité temporaire ? Oui, pourquoi pas, mais là aussi, temporaire, attention, stabilité financière, ça amène beaucoup de questions. Je pense qu'il y a vraiment le sujet, et c'est un peu ce qu'avait fait en fait la BCE avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. Elle avait parlé du concept de greenflation, en essayant de travailler sa cible, en expliquant que compte tenu des besoins nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, il y aurait un poids plus fort de certains facteurs sur l'inflation et qu'il serait peut-être nécessaire d'ajuster les cibles. Donc, à un moment ou à un autre, cette histoire de cible va être mise en avant, probablement dans cet contexte d'intégration des critères climat, mais c'est un des outils. Mais en tout cas, c'est une situation compliquée sur 2023 pour les banques centrales. Parmi les autres sujets qui animent les marchés, l'idée d'une réouverture sanitaire en Chine. Pierre-Alexis, est-ce qu'il faut... bon, on verra, mais... quand même, l'idée de se préparer à une réouverture sanitaire en Chine est peut-être pas complètement inappropriée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur ? Alors ça, c'est clairement une option positive, bien qu'elle ait des effets secondaires qui ne soient pas forcément très positifs, notamment sur les matières premières, et donc sur le contexte d'inflation.
on a une inflation élevée, la croissance, c'est ça. Avec une croissance chinoise en berne, sachant que la Chine est le plus gros consommateur de matières premières de loin, notamment sur la partie métaux, c'est un acteur prépondérant. Ouais, c'est 40, 45, 50% de la consommation. Sur toutes les matières premières. Donc ça, c'est un point clé. Nous, en toute honnêteté, on voit des ajustements à venir, mais plutôt des ajustements à la marge. On voit mal, avec ce qui ressort du Congrès, une vision de changement de pied radical et à court terme de la Chine vis-à-vis de cette politique zéro Covid. Notre raisonnement est simple. L'axe principal du Congrès, ça a été la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité sanitaire aujourd'hui. Et donc, zéro Covid, aucune chance que ce soit remis en cause. On ne peut pas passer de 0 à 1 comme ça. Non. Alors, la seule chose qui va se passer sans doute, c'est qu'il y aura des ajustements sur la partie touristique. Ils en ont déjà parlé. Mais ça, c'est à la marge. Donc, c'est pas ça qui va résoudre les problématiques de... Le vaccin BioNTech pour les résidents étrangers ou les expatriés, voilà. Mais ça ne fait pas un game changer, vous dites, pour le cas chinois? Non, en tout cas, nous, on ne l'a pas en disant en scénario principal. Donc ça c'est clair. Voilà, donc on voit plus des ajustements à la marge et plutôt disons des politiques chinoises qui soient dans la continuation de ce qui se passe, c'est-à-dire plus de contrôle, et un peu plus d'excès au niveau du contrôle qui fasse que vous ayez des économies finalement moins efficientes sur la sphère chinoise à moyen terme, avec un accent mis sur la sécurité et l'indépendance par rapport à l'efficience économique. Donc non, c'est clairement un potentiel haussier sur les marchés, voilà. Mais en tout cas pour nous c'est pas une hypothèse centrale dans notre. Je comprends. C'est une probabilité qui reste faible pour vous aujourd'hui. J'ai été surpris de cette rumeur. En toute honnêteté, après le Congrès, ça m'a surpris. Moi, c'est la persistance de la rumeur qui me surprend d'une certaine manière. Alors dans la rumeur, parce qu'il faut quand même qualifier un peu les choses. Alors il y a tout ce qui circule sur les réseaux sociaux chinois. Il y a aussi des propos rapportés d'un ancien officiel de la santé en Chine qui participait à une conférence financière organisée par Citi la semaine dernière en Asie, où il expliquait, des propos rapportés, où il expliquait qu'il y avait sans doute des changements substantiels à attendre en matière de politique sanitaire en Chine dans les prochains mois. Les officiels aujourd'hui en place ont démenti la rumeur en disant que la politique stricte zéro Covid était indéfectible jusqu'à ce que le Covid soit abattu. Voilà. Mais quand même, il n'y a pas rien dans cette rumeur. Il y a quand même des petits signaux, des petits éléments. Il y aura des ajustements. Le trafic aérien de l'extérieur vers la Chine reprend, les plans de vol reprennent un peu, etc. Même à Hong Kong, ils ont libéralisé. Non, il n'y a pas rien, mais ça reste quand même pour l'instant des ajustements à la marge et un retour assez violent vers une politique zéro Covid qui, là, aurait un vrai effet d'entraînement sur l'économie chinoise. On a quand même du mal à le voir. Ce sera plutôt du cas par cas. Et très graduel, quoi. Très graduel. Et je pense que là, on est aussi dans un jeu de communication entre une sphère économique qui a envie qu'il y ait une levée de cette politique et une sphère politique qui n'est pas prêt à le faire pour l'instant. 20% quasiment de chômage chez les 16-24 ans en septembre. Ouais. Combien de temps c'est tenable pour la Chine, Léa? C'est un vrai sujet. Au final, la sortie du Congrès n'a pas changé la donne sur la Chine. Beaucoup, la sortie d'Hu Jintao a marqué, on a vu. Ce qu'il faut rappeler sur la Chine, et c'est vrai depuis le dernier plan quinquennal, c'est que la priorité, ce n'est pas le cycle. Ça a toujours été le cas, la priorité, ce n'est pas le cycle, c'est le combat de puissance, c'est la montée en puissance de la Chine. Et on voit bien dans le nouveau comité central, c'est des ingénieurs qui sont venus. Des ingénieurs spécialisés en quantique, en intelligence artificielle, en semi-conducteurs. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout de cette transformation et d'être capable de monter la Chine à un niveau suffisant de puissance pour être capable de rivaliser, ou en tout cas de jouer à armes égales avec les États-Unis. Ce que ça veut dire, c'est que la priorité n'est pas le cycle. Donc l'économie va continuer de décélérer. Ils vont être sur une ligne de crête, et on l'a bien vu quand on regarde aujourd'hui le seul pays dans le monde qui a des conditions qui sont souples en termes d'assouplissement, c'est la Chine. Conditions monétaires. Conditions monétaires qui sont souples, c'est la Chine. Donc, il va y avoir un accompagnement de l'économie
pour rester sur cette ligne de crête, parce que le marché immobilier est un problème, mais parce qu'il ne faut pas que ça dégénère sur le système bancaire. Donc on va soutenir le marché immobilier pour pas qu'on ait une panique et une crise bancaire qui là serait vraiment un autre souci. Et en même temps, on va essayer d'accompagner dans une certaine mesure la population. La consommation ne tient pas. Ce n'est pas seulement lié au Covid, c'est lié à la faiblesse du revenu, c'est lié à cette problématique de taux de Les ventes chômage. en ligne sont en baisse. Exactement. Non mais si, on est en période de Covid encore en Chine, même le e-commerce commence à vraiment caler de ce point de vue-là. La vraie question, mais là ça nous ramène plus à des questions d'ordre politique, c'est que dans une situation où le pacte social, ce que vous mentionnez au début, pourrait être rompu parce que justement on n'arrive plus à soutenir cette population-là, est-ce que on ne rentre pas dans une fuite en avant où la seule solution c'est plus de contrôle, plus de renforcement du pouvoir, et on le voit bien, c'est beaucoup de membres ingénieurs, mais c'est aussi beaucoup de membres du parti, mais vraiment de la notion de on veut faire respecter le parti, cette histoire de contrôle. Et donc le risque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cycle n'est pas une priorité. La priorité, ça sera cette tendance de fond. Mais on pilote le ralentissement, mais on ne veut pas relancer aujourd'hui. Voilà, en espérant que le ralentissement ne dégénère pas en même temps. Donc c'est un vrai... Donc, la Chine, est-ce que ça va être le moteur? Non. On va avoir ces effets up and down qu'on a connus toute l'année. On ressort d'une phase de Covid dans certains secteurs. On a ce rebond-là. Mais derrière, on n'a pas de relance et on n'a pas de relais. Et donc, le côté moteur chinois qu'on pouvait espérer, notamment dans les phases récession US zone euro, ne sera pas là. Et pareil, sur la question du confinement, très surpris aussi. Les membres du comité, en tout cas les choix et les discours, ne valident pas ce scénario-là. Alors après, que ça se fasse progressivement sur l'année prochaine, oui, mais en tout cas de manière immédiate, ça paraît très compliqué. Et là aussi, il faut avoir en tête que c'est une question politique. C'est une question, c'est lié à la forme politique. Et on comprend bien, on essaye de trouver la Chine, le rôle moteur qui ressort. Depuis le scénario Covid, en fait, le scénario Chine change peu. Et je ne vais pas caricaturer, mais en fait, c'est même une tendance de fond qui est présente depuis 2015. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Voilà. Très clair. D'ailleurs, le cycle les intéresse tellement peu qu'on se permet de plus publier le PIB en temps et en heure, conformément aux standards de reporting mondiaux. Il y avait ce graphique du FT aussi qu'on a montré qui était spectaculaire. Le nombre de données statistiques chinoises qui ne sont plus publiées par l'appareil statistique chinois depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir il y a quelques années. Mais alors, il en reste encore des dizaines de milliers de données statistiques avec toute la fiabilité ou le doute qu'on peut avoir sur leur fiabilité, mais en quantité. Ça donne l'impression un peu d'une black box, pour dire les choses. La transparence n'est clairement pas pour... Non, mais j'entends bien, mais on a toujours vécu avec ça, mais c'est de pire en pire de ce point de vue-là. Oui, il y a un retour en arrière, donc je partage à 100% ce qu'a dit Léa, c'est avant tout politique, donc c'est exogène d'une certaine façon, la politique sanitaire, et ça doit être traité comme tel par les investisseurs, et il faut faire être très prudent avec les narratifs sur des variables exogènes sur lesquelles on n'a aucune prise. Bonne nouvelle si c'est confirmé, mais assez probable en fait, qu'ils veuillent sortir... Mais on ne peut pas bâtir une stratégie là-dessus. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est très risqué. C'est pile ou face. Donc non, c'est extrêmement dangereux. Et puis, donc c'est des micro-narratifs qui jouent sur les tendances de marché à la semaine, mais qui ne peuvent pas légitimer à ce stade une exposition. La croissance mondiale va ralentir. Et quoi qu'il arrive, il y a déjà une crise immobilière en Chine. Le rebond de la Chine ne va pas être spectaculaire. Au contraire, la Chine va quand même peser aussi sur l'économie mondiale. Donc attention, la croissance économique mondiale est en train de ralentir. C'est ça le sujet. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Je partage à 100% avec ce qu'on lit sur la Chine. Ouais. Et puis il y a des facteurs politiques qui l'emportent sur toutes les dimensions cycliques. C'est pas la priorité. La sécurité, le long terme, les avantages stratégiques, etc. sont mis sur le devant de la scène. Gardez la parole, Didier, sur la partie investissement. Quel est le match du moment? J'entends beaucoup parler alors de monétaire, de crédit, d'obligataire. Bon, les actions ont quand même rebondi de 10%, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un enthousiasme délirant pour non, en revanche, en termes justifier des flux importants aujourd'hui sur la partie action. Ce qu'on voit en revanche, c'est que compte tenu du fait qu'on se rapproche mécaniquement des taux naturels des banques centrales, le gros de la correction budgétaire est derrière nous. On ne dit pas qu'on a atteint le pic sur les taux d'intérêt, on peut encore être surpris à la hausse sur les taux d'intérêt, notamment du côté de la zone euro, mais le gros de la correction budgétaire est derrière nous. Et dans ces conditions-là, c'est vrai qu'il y a des monétaires. Monétaire. Oui.
donc dans ces conditions-là, il est clair qu'il y a des velléités d'investisseurs de se repositionner, qui sur l'obligataire américain, parce que ça permet de se protéger, même sur du titre du Trésor contre un scénario de risque extrême, ou alors sur même du monétaire. Hein. Ça peut commencer à devenir attractif, et en termes risque-rendement, ça peut être attractif si on pense qu'il y a des risques de récession profonde ou d'aggravation du scénario, de la crise énergétique ou de la crise géopolitique, etc. Donc c'est normal de voir l'argent couler vers ces produits-là ou ces stratégies-là aujourd'hui, vers ces segments-là. Et puis sinon, à partir du moment où l'essentiel de la correction sur les marchés obligataires est derrière nous, il peut faire sens aussi d'aller chercher des stratégies de portage sur certains segments obligataires plutôt bien notés, de bonne qualité, etc. Donc d'une certaine façon, il y a bien un retour sur l'obligataire. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller de façon indiscriminée, sûrement pas, mais il y a certains segments du crédit, en effet, qui en termes de qualité, en termes de risque-rendement, peuvent présenter de l'intérêt. Alors sur les emprunts d'État à grande prudence, on peut comprendre éventuellement l'exposition sur le monétaire, sur les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis, hein, les taux d'intérêt longs, mais maturité. Mais fondamentalement, il faut être encore prudent du côté de la zone euro, où on a quand même une dérive budgétaire assez marquée. Il y aura beaucoup d'émissions de papier, et ça peut encore conduire à des surprises sur les taux d'intérêt à long terme du côté de la zone euro, surtout si on adhère à l'idée que l'inflation sous-jacente va rester élevée beaucoup plus longtemps qu'anticipé. Donc attention quand même à ces éléments-là, mais on voit bien la résilience du crédit. Il y a en effet un appétit pour la classe crédit, et de notre point de vue, il y a un retour potentiel en effet sur l'obligataire qui est à considérer. Pierre-Alexis, alors, je n'oublie jamais dans votre fonction que vous êtes directeur de la gestion action et convertible. Est-ce que vous avez plutôt envie d'être obligataire ou action là aujourd'hui? Où est-ce que va l'argent des investisseurs quand ils peuvent redéployer du cash? Non, mais les actions, c'est assez simple. On a du mal à investir agressivement sur ces actions avant qu'on ait eu un début de récession. Même quand il s'agit de la récession la plus attendue de l'histoire. Oui, et voilà, parce qu'il y a en effet beaucoup d'incertitudes qui sont liées à l'ampleur de la récession, à l'atterrissage des taux, à l'atterrissage de l'inflation et d'autres incertitudes, notamment géopolitiques, qui trouble le... Donc on attend d'avoir quand même un peu plus de visibilité là-dessus, et c'est vrai que nous, dans nos stratégies d'allocation, on va plutôt pousser en effet vers des stratégies de portage, puisqu'on retrouve des niveaux de portage qui peuvent être attractifs. Alors après, en fonction de la gradation du risque et au fur et à mesure, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt sur du crédit court terme, plutôt bien noté. Voilà. Mais après, en fonction de votre aversion au risque, vous pouvez même aller vers des stratégies plus sélectives de fonds datés, ou des fonds datés variabilisés. Il y a des lancements tous les jours. Oui, il y a des et c'est vrai que si plutôt que c'est normal, c'est cohérent par rapport à la phase de marché qu'on connaît et qu'on peut connaître demain. Vu les niveaux de cash dans les portefeuilles des investisseurs en général, il est normal que l'investisseur se pose la question de savoir comment il va réemployer ce cash à partir du moment où on a retrouvé des taux beaucoup plus normalisés sur moyen long terme sur un certain nombre de vecteurs. Donc qui rémunèrent les risques. Et après, en effet, si une fois la récession passée, si on est dans les scénarios de mal récession, les convertibles qui ont eu vraiment un effet très négatif de tous leurs vecteurs classiques de performance que sont les taux, le crédit, les actions, la volatilité, ça peut être un très bel actif de recovery, de retour à meilleure fortune. Mais d'abord, il faut pas griller les étapes. C'est ce que je comprends. Il faut pas griller les étapes. Là, on est plus sur du... C'est dommage parce que si on évite le scénario du pire, quand même à travers les actions qu'on sera le mieux rémunéré pour... Ah non, mais on est d'accord que si on fait une petite mal récession de 3 mois... C'est encore un pari. Oui, mais c'est pas le rôle de l'investisseur de prendre des paris. Alors. Bon, après, tout dépend de la façon dont vous êtes exposé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'allez pas mettre sur tous vos billes sur ce type d'anticipation. Léa, sur ce terrain de l'investissement, est-ce qu'il y a des idées évidentes Alors non, souvent vous finissez en me disant, est-ce que chez les émergents il y a un prisme? Oui. Voilà, non. Pas aujourd'hui. Même hors Chine, même si on oui, même hors Chine, en fait. On est dans un contexte global de ralentissement global, de hausse des taux. On a en plus cette accélération de
toutes les banques centrales. On n'a pas encore de pivot sur les banques centrales émergentes ni sur les profils d'inflation. Le Brésil n'arrive pas quand même un peu au top de son... Ils sont partis très en avance, le Brésil, ils sont partis en avance. Dans le resserrement. Ils ont des problématiques structurelles qui sont fortes. La victoire de Lula n'empêche pas un blocage sur certains segments parce que Bolsonaro a aussi beaucoup de pouvoir dans l'autre. Donc la victoire de Lula est un peu la même vision que la victoire de Biden, en fait. Ça va pas renverser la donne. Il y a probablement à chercher du côté de l'Amérique latine, mais dans l'ensemble, quand on est sur la Chine, le retour aux émergents autres, c'est pareil. C'est beaucoup trop tôt. L'environnement est incertain et l'environnement est encore négatif sur l'ensemble émergent. Bon, encore un message de prudence générale, si je résume un petit peu l'ambiance autour de cette table ce soir. Oui, c'est pour ça peut-être que le rebond peut continuer. Ah ben, voilà, Grégoire. C'est toute la question. On suivra ça. En tout cas, pour l'instant, il tient ce rebond avec un CAC 40 parfaitement stable à l'équilibre qui tient les niveaux atteints en fin de semaine dernière. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Didier Borowski, Amundi Institute et Léa Dauphas, TAC économiste. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi soir en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart. C'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en duplex avec nous depuis Washington. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Nous y sommes donc à quelques heures des élections de mi-mandat aux États-Unis. De quel type de victoire parle-t-on pour les Républicains, puisque c'est quand même le scénario consensuel central, et quels peuvent être par rapport à ce scénario les risques de surprise? Les Républicains sont optimistes, ils sont largement convaincus qu'ils vont regagner une majorité à la Chambre des représentants et ils croient maintenant au scénario de 2 ou 3 gains de sièges au Sénat, ce qui leur suffirait pour regagner aussi la majorité au Sénat, puisque vous savez, le Sénat est divisé à 50-50 pour le moment. Ce qui est intéressant, et nous en avions parlé au cours des dernières semaines, c'est de voir que dans l'ensemble des circonscriptions et des États importants, si on veut se concentrer sur les sénatoriales, la tendance est nationale. Les candidats républicains, y compris les candidats inexpérimentés qui avaient mal commencé leur campagne au mois d'août, se sont ressaisis et on assiste dans tous les sondages à une remontée des républicains qui fait couler de grosses gouttes de sueur froide sur le front des démocrates. Il est envisageable, alors l'élection se termine demain et le décompte pourrait être un petit peu compliqué si les choses sont très serrées, mais il est envisageable que les républicains gagnent dans des États qui sont aujourd'hui des États contrôlés par les démocrates en termes de sièges de sénateurs. En Géorgie, dans le Nevada et dans le New Hampshire en particulier. Et ça, c'était un scénario que l'on ne pouvait pas vraiment imaginer au mois de septembre. D'où cet optimisme des Républicains. Une petite réaction d'ailleurs plutôt... Enfin, ça participe aux éléments positifs de comportement des marchés d'actions aussi, parce que Wall Street se satisferait très bien d'une situation où les Républicains contrôlent le Congrès. La Maison-Blanche reste bien sûr avec le président Biden et du coup il ne se passe plus rien d'important en termes législatifs et ce blocage, ce gridlock comme on l'appelle ici, est une chose qui pour le moment semble satisfaire pas mal de gens qui s'étaient inquiétés d'une grosse propension de l'État fédéral à dépenser beaucoup d'argent depuis au moins 3 ans. Si on se met dans ce cas de figure, effectivement, ce gridlock, Pierre-Yves, sur quel type de dossier ou sur quel sujet est-ce que les Républicains essaieront d'avoir le plus d'influence politique à Washington ? Alors attention, si les Républicains gagnent le contrôle du Congrès, Joe Biden reste président et il a le droit de veto. Donc il y a plusieurs stratégies possibles, ou bien les Républicains vont perdre 2 ans à systématiquement provoquer Joe Biden et l'obliger à mettre son veto à tout ce qu'ils peuvent imaginer, ou alors ils vont choisir quelques sujets pour faire avancer les choses. Dans le programme républicain, tel qu'il a été présenté depuis plusieurs mois, il y a un certain nombre de dispositions très claires pour revenir, par exemple, sur le recrutement de quelques 80 000 agents du fisc fédéral,
toutes sortes de dispositions pour faciliter à nouveau, du point de vue réglementaire, voire législatif et fiscal, l'exploration en matière d'hydrocarbures. Mais sur le sujet, c'est le grand paradoxe, sur le grand sujet de cette élection qui a été l'inflation, phénomène qui traumatise les Américains, finalement les républicains, ils n'ont pas de solution davantage, à part, bien sûr, revenir en aide au secteur des hydrocarbures pour augmenter l'offre de pétrole et de gaz de manière à faire baisser les prix. Mais sinon, sur l'inflation en elle-même en tant que phénomène, les républicains finalement sont un petit peu condamnés, comme la Maison-Blanche, à attendre que les effets des relèvements de taux pratiqués par la Fed commencent à porter leurs fruits. Alors qui risquent eux aussi, en accédant au pouvoir à Washington, au Congrès, les républicains risquent eux aussi, d'une certaine manière, de porter la responsabilité, du point de vue du citoyen américain, de la situation inflationniste, si tant est qu'elle perdure. Et pour l'instant, on est parti encore pour quelques mois, sans doute, pour qu'elle continue, Pierre-Yves. Là où ça va devenir très compliqué, c'est si le chômage remonte aux États-Unis. Pour le moment, les créations d'emplois sont fortes, beaucoup plus fortes que prévu. L'embauche est solide, la croissance est quasiment nulle, mais on n'est pas encore en récession. Si tous ces relèvements de taux qui ont été massifs depuis le mois de mars commencent vraiment à peser sur la demande au point de réduire l'embauche, on va entendre dans les deux partis des voix s'élever pour dire « oulala, il va falloir faire quelque chose ». Et les démocrates, sur la gauche du Parti démocrate, ont d'ailleurs déjà commencé à critiquer la Fed. Mais pour le moment, on est un petit peu en position d'attente. Alors c'est ce jeu à Washington qui a été pratiqué dans le passé pendant des années, qui consiste toujours à dire « écoutez, nous on voudrait faire avancer les choses, mais nous, républicains, on ne peut rien faire, on a quelqu'un à la Maison-Blanche qui bloque tout ». Et vice-versa. Lorsque le président est démocrate à la Maison-Blanche, dit « vous voyez, mais moi je ne peux rien faire, le Congrès bloque tout ». Et ça nous ramène dans 2 ans aux élections présidentielles, et les présidentielles qui vont en fait, en termes de campagne, commencer dans 1 an, si ce n'est dans une quinzaine de jours, si on en croit les pré-annonces faites par Donald Trump, qui semble-t-il, ça le démange de se présenter à nouveau, encore qu'on puisse en douter. Qu'est-ce qui est le plus dur pour l'Américain standard, Pierre-Yves? Est-ce que c'est de voir le chômage remonter, le marché du travail se dégrader? On sait que peut-être que la job security aux États-Unis, on y est peut-être un peu moins attaché qu'ailleurs. Ou est-ce que c'est l'inflation? Parce que la promesse du pacte américain, c'est quand même de voir son pouvoir d'achat augmenter et c'est sa santé financière pouvoir augmenter de génération en génération. Moi, je crois que l'inflation est un phénomène qui est beaucoup plus difficile à vivre pour un Américain que pour un Français. Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus d'inflation en ce moment aux États-Unis qu'en France. D'autre part parce que beaucoup de retraités, en partie, vivent de pensions de retraite qui ne sont pas indexées sur l'inflation et donc leur pouvoir d'achat est doublement impacté. Ensuite, parce que les Américains qui ont fait les économies ont vu leur pactole s'effondrer, soit parce qu'ils l'avaient placé en bourse, en actions, soit parce qu'ils l'ont placé en obligations. N'oubliez pas qu'il y a toute une génération d'Américains qui, avec une certaine prudence, sans vouloir faire de la spéculation, ont investi dans des fonds obligataires, sachant que oui, bien sûr, ils avaient un petit risque de dépréciation, mais enfin que quand on investit dans des bons du Trésor, même par le biais d'un fonds, on ne va pas perdre d'argent. Eh bien si, ils perdent de l'argent, ils perdent même énormément d'argent en termes de capital, ça s'est effondré. Ça, c'est un véritable traumatisme. Et puis à chaque fois qu'ils vont à la pompe à essence, à chaque fois qu'ils vont dans le supermarché, on pratique des prix incroyables. 307 grammes de café pour $5. C'est n'importe... 7, 8, 9 dollars même. C'est absolument n'importe quoi. Ce qui d'ailleurs donne des arguments aux démocrates en disant, vous savez, cette inflation, c'est pas simplement la faute de l'Ukraine, c'est peut-être aussi la faute d'un manque de concurrence dans certains secteurs, dans certains canaux de distribution. Mais cet argument qui a été développé difficilement par les démocrates depuis 3 mois n'a pas pris. On sent vraiment que les Américains veulent punir les démocrates pour cette situation inflationniste. Et je crois, à mon avis, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les démocrates ont nié le problème de l'inflation. Non, il n'y a pas vraiment d'inflation. Non. Ensuite, oui, il y en a un petit peu, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. D'ailleurs, c'est ce que disait la Fed.
Ensuite, ah oui, il y a une inflation, c'est très très grave, c'est notre priorité numéro 1, mais en fait, on ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre. On attend que la Fed s'en occupe. Et puis, de toute façon, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute des chaînes d'approvisionnement du Covid, c'est la faute du manque de concurrence dans certains circuits commerciaux. Mais ce n'est pas de notre faute. Et c'est cette position difficile, défensive, et très dure à assumer, qui conduit finalement à un aveu d'impuissance qui, à mon avis, va coûter beaucoup au Parti démocrate demain. Un mot pour finir, Pierre-Yves, et là, j'allais dire, c'est le côté américain qui parle, de la procédure de vote. Je ne sais pas si vous souhaitez nous montrer votre carte d'électeur américain, Pierre-Yves, je ne sais pas si vous avez déjà voté ou pas, mais à combien de questions et combien de choix est-ce que vous allez devoir faire demain, Pierre-Yves ? À ma grande surprise, j'ai une carte d'électeur maintenant. Je n'en avais pas jusqu'à présent. C'est nouveau dans le Maryland, en tout cas dans le comté de Montgomery où je vais voter demain. On a maintenant une carte électeur, la voilà, Voter Notification Card, tarjeta de notificación del votante, puisque nous sommes aux États-Unis, tout le monde parle espagnol, bien sûr. Alors, mon bulletin de vote, le voilà, je l'ai imprimé pour étudier, parce que ça s'étudie un bulletin de vote, vous voyez, ça fait 6 pages, et il y a énormément de questions auxquelles je vais devoir répondre, je les ai notées parce que je ne veux pas en oublier. Je vais devoir élire un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, un sénateur. Je vais devoir élire également un député. Ensuite, je vais devoir choisir 5 juges, un procureur, un contrôleur financier, un président de ce qui est un petit peu l'équivalent de la communauté de communes, 5 membres du Conseil de l'éducation. Alors ça, c'est très très important parce que toutes les questions de curriculum de l'éducation publique sont décidées au niveau local et pas au niveau fédéral. Et il y a une grosse bataille idéologique en ce moment au niveau de qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à l'école. Je dois élire un shérif et j'ai 6 questions qui sont en fait des référendums. J'ai tenté de comprendre de quoi il s'agissait et je suis tout à fait dépassé par la complexité de cet argument, sauf pour la question, je crois que c'est la question numéro 4. Il s'agit de savoir si, à l'âge de 21 ans, on a le droit de posséder et de consommer du cannabis. Alors là, voilà, question numéro 4, ce serait un amendement constitutionnel. Est un État qui n'a pas encore légalisé l'utilisation du cannabis pour les adultes, c'est ça, Pierre-Yves ? Voilà, pas encore. Dans la pratique, on n'est pas tellement poursuivi par les autorités s'il y a un problème, mais si on fait rentrer ça dans la Constitution, ensuite on sera tranquille. Bon, mais c'est un vote productif quand même, c'est ce que ça veut dire. Vous n'y allez pas pour rien, en l'occurrence. C'est la démocratie en marche. Je me suis laissé en fait complètement dépasser. Je voulais aller voter 3-4 jours avant et le vote par anticipation a été interrompu trop tard. Donc je dois aller voter et faire la queue comme tout le monde demain. Bon, on suivra ça avec vous évidemment, Pierre-Yves. On verra dans quelle mesure on pourra analyser les résultats d'ailleurs au lendemain de ce dernier jour de vote aux États-Unis, demain. Et puis bien sûr, lundi prochain, on vous retrouve chaque lundi, je le rappelle, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, Pierre-Yves. Lundi prochain sera encore une bonne occasion pour revenir avec vous sur les enseignements et l'analyse de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Pierre-Yves Dugas avec nous en direct chaque lundi soir à 17h45 dans Smart Bourse sur Bismart TV, rediffusé à 20h45, vous le savez, et à retrouver en podcast et en replay sur bismart.fr. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.